Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bonjour, alors aujourd'hui, on va mettre de côté la leçon de grammaire un peu classique. Non, ce qu'on va faire, c'est découvrir ensemble le secret pour vraiment transformer son français, pour passer d'un langage qui fonctionne à un langage qui a du style. C'est parti. Regardons ça de plus près. À gauche, on a deux phrases courtes. C'est correct, bien sûr, mais ça sonne un peu haché, non? Et à droite, tout à coup, c'est fluide, c'est élégant. Eh bien, c'est ça, toute la magie des pronoms relatifs. C'est ce qui fait la différence entre parler français et bien le parler. Voilà l'image qu'il faut garder en tête tout au long de notre parcours. Ces petits mots sont comme des fils invisibles. En apprenant à les manipuler, on n'applique pas juste des règles, non. On devient une sorte d'artisan de la langue, capable de tisser des idées complexes avec une simplicité déconcertante. Allez, on ouvre notre boîte à outils. Pour commencer, les 4 indispensables. Ce qu'on va utiliser, tout le temps. C'est vraiment le cœur du métier, la base de tout notre tissage. Le premier outil, c'est QI. Et là, le truc, ce n'est pas d'apprendre par cœur, mais de comprendre la logique. QI, c'est simple. Il remplace toujours celui qui fait l'action, le sujet. Il suffit de se poser la question « Qui est-ce qui fait l'action ?» Et regardez, l'application est immédiate. Dans la phrase, qui est-ce qui conduit le bus? C'est l'homme. Donc, on utilise qui pour le relier à son action. C'est direct, c'est limpide, le fil est bien en place. Ok, outil suivant, que. C'est un peu le miroir de qui. Si qui est celui qui fait l'action, que, lui, représente ce qui reçoit l'action, ce qui l'a subi. La question devient alors, l'action porte sur qui ou sur quoi? Là, c'est tout aussi clair. Qu'est-ce que nous avons vu? On a vu le film. Le film est donc l'objet de l'action. On n'utilise que pour le remplacer. Simple, net, et ça rend la phrase tellement plus naturelle. Allez, on va donner un peu plus de relief à notre tissage. Pour ça, on a « ou ». C'est un outil formidable pour ajouter des informations de lieu ou même de temps sans jamais alourdir la phrase. Ici, où nous évite de dire « Paris est une ville ». J'ai passé mon enfance dans cette ville. On tisse l'information du lieu directement dans la phrase principale. C'est beaucoup plus concis, beaucoup plus élégant. Alors là, dont, c'est souvent celui qui fait un peu peur, mais en réalité, sa logique est redoutable d'efficacité. Le secret, c'est de retenir qu'il remplace une structure construite avec « de ». Parler de quelque chose, avoir besoin de, l'ami de quelqu'un. C'est tellement plus fluide que de se lancer dans un « voici l'ami de qui je t'ai parlé ». On utilise donc parce que le verbe est parler de. Ce petit mot relie l'ami et l'action de parler de. C'est un vrai marqueur de maîtrise de la langue. Bon, on a nos outils de base, c'est solide. Maintenant, on passe au matériel de précision, pour les finitions, pour les cas un peu plus délicats. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre un niveau de finesse supérieur. Et cet outil, c'est lequel. Il faut le voir comme un outil chirurgical. Il intervient toujours après une préposition comme sur, avec, pour. Et pour bien l'utiliser, c'est tout simple. C'est une recette en 3 temps. On repère la préposition, on regarde le nom qu'on remplace et on choisit la bonne forme. Regardez comme c'est logique. La préposition, c'est sur. Le nom qu'on remplace, c'est la chaise, donc féminin singulier, et hop, on choisit laquelle. C'est presque mathématique, impossible de se tromper. Et maintenant, attention, on monte encore d'un cran. Que se passe-t-il quand on ne veut pas relier un mot précis, mais toute une idée, une situation abstraite? C'est là que notre trio, ce qui, ce que et ce dont entrent en scène. Ce qui est génial, c'est que ce n'est pas un nouveau système à apprendre, pas du tout. C'est exactement la même logique que pour qui, que et dont. Ce qui est le sujet, ce que est l'objet, et ce dont remplace de quelque chose. Le ce ajoute juste l'idée de la chose qui, la chose que. Le système reste parfaitement cohérent. Alors, connaître ces outils, c'est bien, mais un bon artisan, il doit aussi savoir lire le plan. Et en grammaire, pour notre tissage, c'est exactement pareil. Et la clé de ce plan, le point de départ de tout, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est juste le nom que le pronom remplace. C'est notre point d'ancrage, le piquet où l'on attache le fil avant de commencer à tisser. Ici, par exemple, c'est très visuel. Le « que », il n'est pas là par hasard. Il est directement branché, relié au mot « livre ». Une fois qu'on a repéré cet ancrage, cet antécédent, on a fait le plus gros du travail pour choisir le bon pronom. Bon, on a les outils, on sait lire le plan. Il est temps d'assembler tout ça et de voir à quoi ressemble le chef-d'œuvre final, une phrase parfaitement fluide, riche et naturelle. Et voilà, c'est la consécration. On a un seul point d'ancrage, la femme, et on a 2 fils qui partent de là. Qui, parce que c'est elle qui fait l'action d'habiter, et que, parce qu'elle subit l'action de connaître. C'est elle que je connais. On tisse une phrase complexe, mais qui reste d'une clarté absolue.
Et c'est là qu'on arrive au véritable objectif. Le but du jeu, ce n'est pas de faire une analyse grammaticale avant chaque phrase. Non. Le but, c'est que ça devienne un réflexe, une seconde nature. C'est le moment précis où l'on cesse de traduire des règles dans sa tête et où l'on commence vraiment à penser en français. Voilà, la boîte à outils est à disposition, les plans sont clairs, la seule question qui reste, maintenant ce n'est plus comment, mais quand. Alors, prêt à prendre les fils en main et à commencer à tisser des phrases qui vous ressemblent ? Les documents qu'on a sur la table aujourd'hui utilisent une image que je trouve magnifique. Ils comparent les pronoms relatifs à des, je cite, « fils invisibles qui tissent la richesse de la langue française ». C'est une très belle image. Et c'est tellement vrai. On prend deux phrases, un peu sèches, un peu télégraphiques. J'ai lu un livre, ce livre m'a bouleversé. Et hop, avec un petit mot, ça devient « j'ai lu un livre qui m'a bouleversé ». C'est plus fluide, c'est plus la pensée ne s'arrête plus. Voilà. C'est exactement ça. On passe d'une juxtaposition d'idées à une véritable connexion. La deuxième phrase, en fait, vient s'imbriquer dans la première, l'enrichir. Ce n'est plus une simple information, c'est une narration. Oui, et c'est un peu ça notre mission pour cette analyse. On va plonger dans la logique de ces outils, qui, que, où, dont, lequel, mais pas comme une leçon de grammaire pure et dure. Non, surtout pas. L'idée, c'est de comprendre comment ils nous permettent de passer d'un français, disons, fonctionnel, à un français vraiment articulé, plus naturel. Un des articles insistait là-dessus. Il ne s'agit pas de mémoriser, mais de comprendre une logique. Absolument. Et pour ça, l'approche suggérée dans nos lectures est très, très éclairante. Elle propose de voir chaque pronom non pas comme une règle, mais comme la réponse à une question. Une question logique. C'est ça. C'est cette approche interrogative qui va nous guider. On transforme ce qui peut sembler intimidant en une sorte de jeu de déduction. C'est beaucoup plus actif. D'accord, j'aime beaucoup cette idée de jeu de déduction. Alors, allons-y. Comment on fait pour choisir le bon pronom sans 10 secondes de pause au milieu de sa phrase? Par où on commence? Alors, commençons par le plus simple, le plus fréquent. Qui? La question à se poser est directe. Qui est-ce qui fait l'action? C'est le pronom du sujet. D'accord. Dans l'exemple « la femme qui parle est médecin », la question est évidente. Qui parle? La femme. Le pronom remplace le sujet qui fait l'action du verbe qui suit. C'est la base. Ok, ça c'est clair, le sujet. Et logiquement, j'imagine, après le sujet, il y a l'objet. C'est là que entre en scène. Précisément. Pour que, la question devient l'action porte sur qui ou sur quoi. C'est le pronom de l'objet direct. Si on prend « le livre que j'ai lu était passionnant », on se demande « j'ai lu quoi ?» Le livre. Le livre ne fait pas l'action, il la subit. C'est la distinction fondamentale, donc. L'acteur, et ce sur quoi on est. Voilà. C'est vrai que poser la question comme ça simplifie vraiment tout. Mais j'avoue, la confusion entre qui et que, c'est un grand classique. Ah oui. Surtout quand on parle de personnes. On serait tenté de dire « l'homme qui j'ai vu » parce que, on parle d'un homme. C'est une excellente remarque, c'est le piège typique. Mais la logique, elle, reste la même. Est-ce que l'homme fait l'action de voir? Non, c'est moi qui vois. Voilà. L'homme subit l'action d'être vu. Donc, j'ai vu qui? L'homme. C'est bien objet. La phrase correcte est donc l'homme que j'ai vu. La question, c'est toujours le meilleur arbitre. Bien noté. Bon, après qui et que, on a où. Ça paraît simple. Le lieu, la ville où je suis né. Mais un des articles parlait d'une double fonction. Oui, et c'est une subtilité importante pour rendre le discours plus naturel. Où ne désigne pas seulement le lieu, il désigne aussi le temps. Ah oui, c'est vrai. C'est d'une extension logique, en fait. On parle d'un point dans l'espace, mais aussi d'un point dans le temps. C'est pour ça qu'on dit le jour où nous nous sommes rencontrés. Ou c'était l'époque où tout semblait possible. Exactement. Dans les deux cas, le pronom répond à la question « quand » ou « à quel moment ». C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Maintenant, arrivons au poids lourd. Ah. Celui qui fait transpirer beaucoup de monde. Dont. Les documents le présentent comme le remplaçant de 2 plus non, mais c'est souvent là que ça bloque. Pourquoi celui-là est si difficile? Je pense que sa difficulté vient du fait qu'il exprime une relation plus abstraite. Qui et que, c'est très concret. Oui. Dont exprime une appartenance, une origine, un sujet. Des liens qui sont marqués par la préposition « de ». La clé, c'est de décomposer la phrase. Prenons « l'ami dont je t'ai parlé ».
L'idée de base, c'est « je t'ai parlé de cet ami D'accord. Dès que ce de apparaît dans la décomposition, dont devient la solution. Un autre exemple, le film dont le scénario est génial. Ça veut dire, le scénario de ce film est génial. Ah, vu comme ça, avec la possession, ça aide beaucoup. ». Voilà. Bon. Il nous reste le dernier de la bande des 5, lequel. Il a une réputation un peu formelle, non? Un peu rigide. Il l'est, et pour une bonne raison. Il apporte un niveau de précision supérieur. Sa règle est simple en théorie. On l'utilise après n'importe quelle préposition, sauf de. Donc pour, sur, avec, dans. Exactement. La chaise sur laquelle je suis assis est inconfortable. On ne pourrait rien dire d'autre. Et ce qui le rend précis, c'est qu'il s'accorde en genre et en nombre. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. C'est un marqueur de soin. Attendez une seconde. Vous avez dit qu'on l'utilise après une préposition autre que de. Oui, Mais je suis sûre d'avoir déjà vu des formes comme duquel ou desquels. Ça semble être une contradiction, non? c'est une excellente question et c'est un point qui piège beaucoup de monde. C'est la zone grise. En fait, dont, c'est la forme par défaut pour remplacer de plus non. D'accord, mais il y a des cas où dont est impossible, notamment quand le groupe avec de est lui-même complément d'un nom qui est déjà précédé d'une autre préposition. Ça devient technique, mais par exemple, l'ami à côté duquel je me suis assis, ah oui, on ne peut pas dire l'ami à côté de dont. Impossible. Duquel existe pour résoudre ces conflits grammaticaux. Mais pour la plupart des usages, la règle dont égale de fonctionne parfaitement. D'accord, la logique est claire, on a nos 5 questions clés, notre jeu de déduction, mais comment on passe de la compréhension intellectuelle à l'automatisme pour que ça devienne un vrai réflexe? C'est le pont essentiel à construire. Et c'est là que les documents deviennent très pratiques. Ils insistent sur le fait qu'il faut activer la connaissance. Il ne suffit pas de comprendre la règle. Non, il faut forcer son cerveau à utiliser ces structures jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Et les techniques proposées sont assez astucieuses. Pour l'oral, il y a ce qu'ils appellent le jeu des transformations. Oui. On prend 2 phrases simples, comme notre exemple du livre, et on se force à les fusionner à voix haute de plus en plus vite. J'ai un ami, cet ami habite à Lyon, devient... J'ai un ami qui habite à Lyon. C'est un excellent exercice de musculation syntaxique. On peut le faire en marchant, en cuisinant, et pour l'écrit, l'idée de la contrainte créative est tout aussi puissante. Le défi est simple, écrire un court paragraphe sur sa journée, mais en s'obligeant à utiliser au moins une fois qui, que, où, dont et lequel. C'est ça. Cette contrainte force à penser différemment, à chercher des manières plus complexes de connecter ses idées. J'imagine la première tentative. Aujourd'hui, je suis allé au marché où j'ai acheté des légumes que j'ai mis dans un sac pour lequel j'ai payé 1 €. Oui, au début, c'est un peu ça, hein. C'est maladroit. Mais l'exercice force à prendre conscience des outils qu'on a. C'est sûr. Et puis, il y a les méthodes plus passives, mais tout aussi importantes. La lecture et l'écoute active. L'idée est de prendre un article et de surligner tous les pronoms relatifs en se demandant à chaque fois pourquoi celui-ci et pas un autre. Ou d'écouter un podcast et de lever la main mentalement à chaque fois qu'on entend un dont ou un auquel. On entraîne son oreille à reconnaître les schémas. Exactement. Ce que je retiens, c'est que l'objectif final, ce n'est pas la perfection grammaticale, c'est la fluidité. L'un des auteurs disait que le but est de penser comme un francophone, C'est une vision très juste. c'est-à-dire de ne plus voir ces mots comme des obstacles, mais comme des connecteurs évidents. Chaque pronom bien placé est un pas vers un discours plus harmonieux. On ne juxtapose plus des blocs d'informations, on les tisse ensemble. La subordination que permettent ces pronoms, c'est l'architecture même de la pensée complexe. Ok, ça c'est pour les 5 fondamentaux, ceux qui remplacent un nom précis. Mais je bloque souvent quand je veux parler d'une idée en général, d'un concept. Ah oui, Par exemple, comment on dit en français « What I find surprising is ». comment ça marche ça? Vous mettez le doigt sur une autre catégorie d'outils, tout aussi essentielle, ce sont les pronoms relatifs dits indéfinis. Ce qui, ce que et ce dont. Le ce est la clé, donc. Oui, le « ce » est la clé. Il ne représente pas un mot dit avant, mais une idée, une situation, un concept abstrait. Donc si je dis « ce qui m'étonne, c'est son absence », le « ce qui » représente toute l'idée de le fait qu'il soit absent. C'est tout à fait ça. C'est une sorte de résumé. Et pour ce que, c'est pareil. Dis-moi ce que tu penses. Le ce que représente la chose que tu penses. Précisément. C'est un niveau d'abstraction supérieur.
Et dans cette même famille d'outils plus nuancés, il y a la combinaison des pronoms démonstratifs, celui, celle, ce, celle, avec les relatifs, celui qui ou celle que. Leur rôle, c'est d'extraire, d'identifier un élément dans un groupe. Oui, exactement. Comme dans « de toutes ces options, je choisis celle qui me semble la plus raisonnable On isole une option. » Voilà. Ou « j'ai reconnu celui que je cherchais ». C'est un outil de pointage très efficace. D'accord. Et ça nous amène tout naturellement à une structure que tout le monde utilise, souvent sans y penser, la mise en relief avec « c'est qui » et « c'est que ». Ah oui, ce n'est pas juste une tournure de phrase, c'est un véritable outil rhétorique. Comparez la neutralité de « Marie a organisé la soirée » avec l'insistance de « c'est Marie qui a organisé la soirée ». L'information est la même, mais l'impact est complètement différent. On met un projecteur sur Marie. Absolument. On répond à la question implicite « Qui a organisé la soirée ?» On hiérarchise l'information. C'est la différence entre informer platement et communiquer avec intention. Tout à fait. Maîtriser ça, c'est commencer à jouer avec les nuances de la langue. Ce qui m'amène à une autre question. Ces outils, est-ce qu'on les utilise de la même manière dans toutes les situations ? J'imagine qu'entre un email à un collègue et une conversation au café, il y a un monde. C'est un point crucial. Le registre de langue change tout. Dans un contexte formel, à l'écrit surtout, on va trouver des constructions beaucoup plus complexes. Des marqueurs de langage soutenus ? Oui. Par exemple, au lieu de dire « la réunion où on a décidé ça », on pourrait lire « la réunion au cours de laquelle nous avons pris cette décision ». Ah oui, ça sonne tout de suite beaucoup plus sérieux, presque juridique. Je me souviens avoir essayé de placer l'entreprise au sein de laquelle j'ai travaillé dans une conversation. Ça a créé un silence un peu gênant. C'était complètement décalé. C'est l'exemple parfait. Le registre, ce n'est pas qu'une question de correction, c'est une question de pertinence. Ces formes comme « auquel », « duquel » sont des outils de précision pour un langage formel, mais elles peuvent sonner pompeuses ailleurs. Et à l'opposé, il y a le français parlé de tous les jours. Un des textes mentionnait cette tendance à omettre le pronom, notamment le « que ». Oui. On entend de plus en plus « le livre j'ai lu était super ». Oui, c'est un phénomène linguistique fascinant, l'ellipse. C'est une forme d'économie. Dans le feu de la conversation, si le sens est clair, le mot grammatical est jugé superflu et, hop, il est omis. C'est plus direct. Plus rapide. Mais le conseil qui revenait, c'était très clair, c'est bon à reconnaître, pour comprendre, mais à éviter absolument dès qu'on sort d'un cadre strictement familier. On perd en élégance et la phrase peut devenir ambiguë. Elle est fondamentale, la structure. Et c'est une excellente façon de boucler la boucle. Tout ça nous montre que la maîtrise des pronoms relatifs, ça va bien au-delà de la simple grammaire. C'est une restructuration de la pensée. C'est acquérir la capacité de lier des idées, de les hiérarchiser, de construire un raisonnement complexe avec fluidité. C'est l'essence même de la subordination. Montrer qu'une idée dépend d'une autre, qu'elle la qualifie, qu'elle la complète. On en revient à notre image du début, celle des fils invisibles. On cesse de poser des briques d'idées, les unes à côté des autres, pour vraiment les cimenter, pour construire une pensée architecturée. C'est passer de la construction à l'architecture, de l'information à l'éloquence. Exactement. Et pour finir, je voudrais laisser une question ouverte. Une pensée qui a germé pendant cette discussion. On a vu comment ces outils permettent d'exprimer une pensée complexe. Mais, et si ça allait plus loin ? Et si la maîtrise de ces connecteurs ne changeait pas seulement notre façon de parler, mais aussi la clarté avec laquelle on structure nos propres idées, même en silence, dans notre tête ? Est-ce que la structure de la phrase pourrait en retour sculpter la structure même de nos pensées ?